Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous cet après-midi. Donc vous avez entendu Max Schrems. Avant de commencer le débat sur la souveraineté numérique, parce qu'on est quand même en plein dans le sujet, peut-être réaction par rapport à l'intervention de Max Schrems ou pas? Moi, je vais peut-être commencer totalement aligné avec ce qu'il a dit. On est dans le même combat, lui et moi, et beaucoup d'industriels et de personnes. On a vraiment le sentiment que, et puis ça va faire le lien avec le sujet de la table ronde, le DPF était un accord commercial entre du gaz d'un côté et les données de l'autre. Et donc aujourd'hui, on a besoin de rééquilibrer tout ça pour éviter d'être totalement dépendant, notamment des technologies américaines. Alors quand on parle de souveraineté numérique, on ne sait pas vraiment de quoi on parle en fait. C'est un concept qui est très politisé aujourd'hui. Tous les politiques n'ont que ce mot-là à la bouche. Mais il y a à la fois les concepts, il y a aussi la réalité des faits. Quand on regarde l'écosystème numérique aujourd'hui européen, on voit qu'on a quand même beaucoup de dépendances qui sont factuelles. 3 Américains pèsent à eux seuls plus de 70% du marché européen du cloud. L'Europe ne produit que 10% des puces et des semi-conducteurs dont on a besoin, qui sont pourtant essentiels au développement de l'IA. Qui est la nouvelle bataille pour la souveraineté technologique. Donc quand on parle de souveraineté, vraiment de quoi on parle? Est-ce qu'on peut s'accorder sur une définition ou s'accorder sur l'absence de définition? Est-ce qu'on parle de vouloir combattre nos dépendances ou est-ce qu'on parle d'accepter certaines dépendances pour miser sur d'autres leviers? Quelle est votre définition? Moi, je veux bien répondre. Merci beaucoup, d'autant plus qu'on s'est penché sur ce sujet dans la commission sur l'intelligence artificielle, dont je vous ai amené un exemplaire du rapport. On va en parler d'ailleurs. On a effectivement un chapitre qui s'appelle souveraineté, où on commence par dire mais de quoi est-ce qu'on parle. Donc bien sûr, il y a une approche extrême de la souveraineté qui est d'être complètement autarcique et de vouloir tout faire chez soi. C'est une approche qui existe, c'est l'approche de la Chine, c'est beaucoup l'approche de la Russie. On a aussi une approche à l'excès inverse qui est de dire en fait on s'en fiche, ce qui compte c'est d'avoir des relations commerciales avec tout le monde. Il nous semble que sauf à avoir les moyens de vivre dans un monde complètement fermé et d'avoir les ressources financières, ça ne correspond ni aux valeurs et à la manière de voir les choses qu'on a en France et en Europe, qui est quand même une société ouverte, ni à nos moyens. Et donc on a une vision très européenne de la souveraineté qui consiste à dire qu'est-ce qui est vraiment important d'avoir en France, parce qu'il y a quand même des choses très sensibles, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau européen et comment est-ce qu'on peut arriver à vivre dans une interdépendance qu'on a regardée de manière précise en fonction de ce qui est plus ou moins important. Une réaction? Merci de votre invitation déjà. Donc Philippe Latombe, on parle de lui parfois en disant c'est le Max Schrems français. Bon, juste pour l'anecdote, hein, pour détendre l'atmosphère. Non mais globalement, je pense que ce qui est intéressant avec Max Schrems, je m'occupe d'une association Exatrust qui regroupe 131 acteurs de la cyber et du cloud de confiance, ce qu'on appelle aussi Secnum Cloud, qui est une réglementation pour la protection des données et une certaine autonomie de nos données au regard des règles extraterritoriales qui existent aux États-Unis et dont parlait très bien Max Schrems, donc je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais je pense que ce qui est intéressant avec l'exemple de Max Schrems, c'est que ça montre que nous sommes les héritiers d'une histoire, nous avons un patrimoine, nous avons des règles et des lois, et que même si, lorsqu'on voit la table ronde précédente, on peut se projeter dans les étoiles et se dire qu'avec l'AI, on va réinventer beaucoup de choses ou on va améliorer énormément de choses, on ne va faire qu'augmenter une réalité. On va augmenter l'humain. Et donc, il faut garder aussi en mémoire qu'on a des règles et qu'on doit faire en sorte de prolonger ces règles dans les espaces numériques. Et donc, je pense que c'est ça qui est important dans la notion de souveraineté, c'est de se dire qu'on doit conserver notre autonomie, quelle que soit l'évolution du progrès. Donc ça veut dire combattre nos dépendances, un peu votre vision à vous. Ma vision à moi, c'est que les données, conserver nos données, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les partager, mais conserver nos données, c'est ce qui nous permet d'avoir des territoires numériques et une identité numérique. Voilà, nous, dans la cybersécurité, nous sommes des spécialistes de l'identité, nous gérons les droits des utilisateurs, nous nous assurons que tout ça reste résilient. Pour le faire, nous avons besoin des données, nous avons besoin des infrastructures qui nous permettent de garder nos données et de faire en sorte que, quoi qu'il arrive, et on sait qu'aujourd'hui, il peut arriver beaucoup de choses, hein, on est dans un contexte géopolitique très, très compliqué, très dangereux, il est important d'envisager, pour pouvoir rêver au meilleur, il faut pouvoir envisager le pire. Voilà. Et l'autonomie, c'est aussi ça.
Philippe Latombe. C'est aussi une question économique. Je pense que depuis l'affaire du pangolin, on a bien compris que les chaînes d'approvisionnement, le flux tendu, si ça commençait à se gripper, on n'y arrivait pas. Et dans le numérique, c'est la même chose. L'affaire Broadcom nous montre exactement ça. C'est-à-dire que quand on est totalement dépendant d'une solution technologique et que la personne a envie de se faire du cash sur votre dos, il n'a qu'à augmenter les tarifs et vous n'avez plus qu'à payer. S'il n'y a pas de solution alternative, si on ne travaille pas systématiquement à avoir des solutions alternatives qui permettent de continuer à faire un choix, on pourrait considérer qu'il faut rester sur Broadcom. C'est un choix de l'entreprise. Mais s'il y a une solution qui est moins chère, qui fonctionne aussi bien, et qu'on a travaillé sur cette solution, peut-être qu'on pourra dire à Broadcom, écoutez, votre augmentation de tarif par 5, 6, 7, ça ne nous va pas. On pourrait éventuellement se mettre d'accord sur une augmentation de tarif de 1,5, 2 grand maximum. Sinon, on part ailleurs. Sauf que là, aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Il n'y a rien ailleurs. C'est très difficile. Et donc, en fait, on a besoin d'avoir cette capacité à faire un choix permanent. Ce n'est pas simplement un choix d'État, c'est un choix aussi pour nos entreprises, notre économie. Imaginons qu'un petit blondinet revienne au pouvoir aux États-Unis et décide que nous n'avons plus le droit à avoir exactement les mêmes produits que les Américains en matière numérique. Des licences qui soient un peu dégradées, pas la dernière version. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sera dans un rapport qui permettra de continuer une compétition mondiale économique et de pouvoir faire développer nos entreprises? Je ne suis pas sûr, et on le voit sur les semi-conducteurs. Aujourd'hui, il y a un assèchement du marché des semi-conducteurs par les États-Unis pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils veulent empêcher les Chinois d'aller faire de l'IA à bloc, et donc du coup, ils ont décidé d'assécher le marché des puces neuves, Nvidia notamment. Et puis, ils se sont bien rendus compte, et on le voit avec Mistral, on le voit avec d'autres entreprises en France, on a les talents. Donc on rattrape le retard avec les talents. Quelle est la seule chose qui pourrait nous bloquer dans un premier temps? La puissance de calcul. Et donc nous avons absolument besoin, là stratégiquement, tous ensemble, l'Europe, tous les pays européens, tous les industriels, aller sur le marché acheter des puces. Si on laisse passer le train, on sera complètement en retard, et on sera en retard pour très longtemps. Et tout ce qu'on a dit avant, que je partageais sur les autres tables rondes, on pourra se poser la question de changer nos organisations, mais on le fera beaucoup plus doucement et pas à la même vitesse. Et donc on sera très en retard sur beaucoup de sujets. Alors c'est là du coup, vous avez un point de vue intéressant. Anne Bouvreau, vous êtes coprésidente du comité interministériel sur l'IA et vous avez donc récemment rendu le rapport que vous avez montré qui fait 130 pages et qui est assez ambitieux et qui préconise notamment d'investir 5 milliards d'euros par an dans l'intelligence artificielle. Et vous mettez en garde dans le rapport contre le risque d'un déclassement historique, donc c'est les mots du rapport, si l'Europe devait rater le virage de l'IA comme elle a raté celui de l'informatique et d'Internet. La réponse, c'est une réponse financière avant tout selon vous? Alors pas uniquement, mais on ne peut pas non plus se dire que si on n'y met pas les moyens, les choses vont se passer toutes seules. Effectivement, il y a des talents et c'est très bien qu'il y ait des talents. Il y a un certain nombre de choses au niveau infrastructure qui font qu'on a des sociétés qui se développent et on est en retard par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays, mais on n'est pas nulle part. Simplement, il faut investir effectivement dans de la puissance de calcul, dans les semi-conducteurs, dans l'accès aux données également. L'intelligence artificielle, ce sont des talents, des algorithmes, et puis beaucoup de données et beaucoup de puissance de calcul. Donc beaucoup de données et beaucoup de puissance de calcul, ce sont des choses qu'on trouve beaucoup plus facilement aux États-Unis. Les grands acteurs, ça a été, vous l'avez dit en introduction, les grands acteurs du cloud sont des sociétés américaines. On ne peut pas nier cette réalité, mais il faut voir comment est-ce qu'on travaille avec eux et comment est-ce qu'on travaille à développer notre propre puissance de calcul à l'échelle européenne et française. On ne peut pas le faire uniquement à l'échelle française, compte tenu des montants d'investissement, mais il faut vraiment y réfléchir et investir dans le cadre des plans Exascale, mais au-delà. Et en ce qui concerne les semi-conducteurs également, là, il y a une dépendance mondiale à quelques acteurs. Et ce n'est pas que la France ou que l'Europe qui a besoin de développer des solutions alternatives. Et ça coûtera de l'argent. Mais du coup, c'est quoi vraiment une IA qui serait européenne? Parce que si du coup elle se base sur une puissance de calcul qui n'est pas, enfin qui est basée, du coup vous avez dit notre dépendance aux semi-conducteurs, si elle se base sur les infrastructures cloud qui sont dominées par les Américains, c'est quoi une IA européenne? Eh ben, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a des acteurs extrêmement brillants. On écoutait Laurent Daudet de Lighton juste avant. On cite très souvent Mistral. Il y a d'autres entreprises dans le domaine de la santé ou autres. On a les talents en France. On arrive à lever un peu d'argent pour ces entreprises. Il faudrait en lever beaucoup plus. On a de la puissance de calcul. On a Jules Verne qui est disponible pour la recherche publique. Mais on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur du tout.
que ce qu'il y a aux États-Unis. Et donc, toutes ces entreprises-là vont entraîner leur modèle sur de la puissance de calcul qui est aux États-Unis ou qui peut être financée par des acteurs au Moyen-Orient. Et c'est très bien, mais on ne peut pas avoir que ça comme solution. Une réaction ? Non, moi je pense que le sujet, c'est le numérique européen, voilà, donc dans lequel l'AI est un des aspects. On a besoin de puissance de calcul, on a besoin de systèmes de cybersécurité au plus haut niveau. Par exemple, la cybersécurité, qui est un domaine que je maîtrise un peu mieux. On utilise l'intelligence artificielle depuis très longtemps. L'arrivée des IA génératives, aujourd'hui, quand on interroge les plus grands cabinets de conseil en cyber ou les auditeurs, on gagne 10-15% d'amélioration, on va dire. Hein. Mais au même titre qu'on équipe les cyberattaquants avec les mêmes armes. Donc c'est un jeu à somme nulle quelque part. C'est-à-dire que oui, c'est fantastique, mais on laisse aussi partir le numérique chez d'autres qui ont les mêmes armes. Donc je pense que la question d'un modèle, dans un modèle industriel, on a besoin aussi d'avoir une équation économique, de ramener ça à un prix accessible pour nos utilisateurs. Et on a besoin d'un aspect qui est extrêmement important et qui a été souligné lors de la table ronde précédente pour moi. On a besoin de mettre nos technologies au service d'utilisateurs. Aujourd'hui, le problème de la cybersécurité, ce n'est pas la technologie. Le problème de la cybersécurité, qui est extrêmement performante, notamment grâce à l'AI, c'est le fait qu'elle soit diffusée auprès des utilisateurs. C'est que les gens qui sortent de l'école, les femmes, les hommes, aient entendu parler de la cybersécurité, du numérique dès leur plus jeune âge, qu'ils aient été sensibilisés au sujet, qu'ils sortent. On a par exemple dans mon entreprise Walix, j'ai créé un programme qui s'appelle Walix Oui Edu, dans lequel on va dans les écoles, on va former là où il y a des étudiants en bachelor ou des étudiants en école de commerce ou d'ingénieur, on va les sensibiliser au sujet et ils vont sortir de l'école à la fois avec un diplôme et une certification professionnelle pour pouvoir utiliser nos produits après, naturellement, lorsqu'ils seront dans leurs entreprises, qui ne seront pas des entreprises de technologie, mais des utilisateurs de technologie. Donc je pense qu'il ne faut jamais oublier la finalité, et comme ça a été dit précédemment, la finalité, c'est l'utilisateur. Donc pour moi, l'enjeu, c'est d'arriver à construire une chaîne de valeur complète dans laquelle on est capable d'être autonome, de préserver un modèle où on respecte la protection des données personnelles et des données industrielles. Je pense que Thierry Breton en parlera après nous. Et ensuite, qu'on trouve des modèles économiques qui soient gagnant-gagnant. Dans la publicité, un utilisateur aux États-Unis, c'est-à-dire sans frein, ça rapporte 4-5 fois plus en publicité qu'un utilisateur européen dont on a enlevé un certain nombre de données personnelles. Bon, on n'a pas le même modèle économique. Moi, c'est ça que j'en déduis, par exemple, vous voyez. Donc, créons notre modèle économique avec nos données et nos technologies pour nos utilisateurs. Pour rajouter un point qui est important, on a parlé de la puissance de calcul, on a parlé des données, il y a une question sur les talents. Alors, on les a, on a du stock de talents, mais je suis très très inquiet de notre capacité à les produire à l'avenir. Et je pense qu'on a cassé la chaîne de production, notamment en mathématiques, et on a besoin de mathématiques pour l'IA, et on est en train de la casser. On voit bien qu'aujourd'hui, dès le plus jeune âge au primaire, en plus, il y a une différenciation de genre, ce qui n'est pas acceptable. C'est qu'on explique encore beaucoup trop aux petites filles que les maths, c'est pas fait pour elles. Et ça, dès le plus jeune âge. Et on voit bien que la part des bacs scientifiques, c'est-à-dire même ceux qui ont simplement les 4 heures de maths en terminale, a été réduit, divisé quasiment par 2 pour les garçons et par 3 pour les filles sur les 3 dernières années. La réforme du lycée, je le dis très clairement, a été une erreur pour les mathématiques. On n'a pas suffisamment aujourd'hui de personnes qui sont en capacité de former nos jeunes pour les emmener ensuite vers les écoles d'ingénieurs et avoir les vrais talents de demain. Et donc notre souveraineté, elle passe aussi par la réflexion sur ce modèle, la réflexion sur la chaîne de valeur, mais la chaîne de valeur intellectuelle. Si on n'a pas de chercheurs en mathématiques dans les labos, on n'aura pas d'enseignants dans les écoles d'ingénieurs et on n'aura pas de personnes qui pourront aller bosser dans les entreprises, développer les modèles, recréer de la valeur et faire en sorte que tout tienne. Et donc le vrai sujet, il est à mon avis aussi et surtout là. Ne regardons pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est très bien, Mistral, tout le monde sait très bien, on a les talents aujourd'hui. Est-ce que demain on les aura encore? Et comme il faut 10-15 ans pour les produire, si on casse quelque chose aujourd'hui, on le paiera dans 10-15 ans et on mettra au moins 30 ou 40 ans pour essayer de rattraper ça.
J'ai deux petites questions pour qui veut. Vous avez mentionné Mistral. Alors, il y a eu récemment donc Mistral l'annonce d'un partenariat avec Microsoft, entre autres, pour déployer son large modèle de langage, avec après un lobbying intense contre l'AI Act. Alors, une réaction si vous avez sur ça. Et ma deuxième question, ce serait plus pour vous, Anne Bouvreau, quelle réaction vous avez eue suite à la publication du rapport, notamment du gouvernement, sur le budget ou sur d'autres choses? Merci beaucoup pour cette question. Je dois dire, très content de la réception du rapport. Je vous remercie d'ailleurs de l'invitation aujourd'hui. On a beaucoup d'opportunités d'en parler et les gens en parlent. Hein. Et ça, on est vraiment très content. On couvre un spectre qui est assez large, qui va depuis les données culturelles jusqu'à l'investissement, les talents, la recherche. Et juste un mot sur les talents et la recherche. Je suis d'accord notamment sur le fait qu'il faut inciter beaucoup plus de filles à faire des mathématiques et de l'informatique, hein, et en particulier en expliquant que grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, on peut améliorer la santé, on peut améliorer des choses dans l'environnement, dans l'éducation, et cette notion de finalité, je pense, est de même à motiver un certain nombre de jeunes, filles et garçons, qui n'ont peut-être pas envie juste d'être attirés par la matière elle-même. Donc je pense qu'un discours tiré sur ce que ça vous permettra de faire peut être un discours important, et on a mis dans le rapport des recommandations sur la recherche publique en IA aussi, parce qu'un des risques, y compris pour ceux qui sont déjà formés, c'est qu'ils se fassent attirer par des ponts d'or et des promesses de création de labos par des entreprises privées, notamment américaines. C'est pas paradoxal que l'État invite 5 ministres à inaugurer le nouveau centre de recherche de Google? Alors je pense qu'il ne faut pas opposer le public et le privé. Je pense qu'il faut garder l'importance du public. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de recherche publique. Il faut renforcer son attractivité. Et on a une recommandation d'une exception IA pour justement renforcer l'attractivité de la recherche publique en IA. Mais après, c'est bien aussi qu'il y ait de la recherche privée. Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. Et donc, c'est bien que Google ait un labo, c'est bien que Meta ait un labo, c'est bien que QTI existe. Et c'est très, très important que les clusters IA, les appels d'offres, arrivent à avoir leurs réponses et leur financement pour pouvoir renforcer la recherche publique. Ça va peut-être vous surprendre, mais moi je suis pas gêné que Mistral ait passé un accord avec Microsoft, et je suis pas gêné que Google ait mis un labo et créé un labo en France. Je préfère que le labo il soit en France, que les talents puissent s'aimer autour, plutôt qu'ils partent aux États-Unis, qu'ils aillent s'aimer aux États-Unis, qu'ils y restent. Donc moi je préfère que ça soit ici. Je préfère que ça soit des labos publics et des entreprises privées françaises ou européennes, mais c'est mieux que rien. Et quant à Mistral, ça montre simplement qu'il faut avoir une approche de développement de l'entreprise sur du privé, mais aussi qu'il faut qu'on ait des solutions open source. Il faut qu'on travaille sur cette filière-là pour ne pas se retrouver dans une dépendance là qui ne sera pas une dépendance, quelle que soit la nationalité, simplement une dépendance monopolistique. Il faut simplement qu'on ait la capacité systématiquement, on revient à ce que je disais tout à l'heure, à faire un choix et à pouvoir faire ce choix. Et donc qu'on développe des IA open source, qu'on ait une vraie recherche publique sur le sujet, qui publie, et qu'on puisse dire aux entreprises, ben, vous pouvez le prendre, vous pouvez la regarder, et qu'on puisse faire les choses de cette façon-là. Et très rapidement aussi, est-ce que quand on voit les financements par exemple de Mistral, beaucoup sont non européens. Est-ce que les grandes entreprises, comme par exemple les entreprises du numérique comme Thales ou autres, n'ont pas un rôle plus important à jouer dans le financement de nos startups? On voit que Microsoft a biberonné OpenAI. Il n'y a pas de Microsoft en Europe pour biberonner Mistral. Elles le font, je crois qu'elles le font, elles investissent dans les startups, elles ont toutes des laboratoires de startups, elles investissent dans des accélérateurs. Thales a investi dans un accélérateur à Station F. Je pense qu'en revanche, on parle de financement, donc c'est un aspect qui est effectivement très important parce qu'il nous faut des armes et il nous faut faire grandir les entreprises. Par exemple, dans la cybersécurité aujourd'hui, on fait face à une génération de sociétés qui ont démarré, levé plusieurs tours de table, et qui vont arriver au moment où elles commencent à arriver. Elles ont fait du seed, des séries A, des séries B. Elles vont arriver dans les séries plus avancées. Donc la question se pose de savoir comment est-ce qu'elles vont le financer. Et on va voir arriver ceux qui ont les capacités de financer, qui sont des grands fonds américains ou des grands fonds anglo-saxons. Donc la question, on va se la poser finalement à chaque fois. Donc je rejoins ce que dit le rapport, dans l'idée qu'il faut investir beaucoup d'argent dans le développement de nos entreprises, dans le passage à l'échelle de nos entreprises, de ce qu'on appelle le passage de la start-up à la scale-up et finalement à l'ETI industriel et pourquoi pas aux grands groupes, comme ça a été fait par exemple chez Free.
Vous voyez, il y a quelques grands groupes qui arrivent à émerger de tout ça. Mais je pense qu'il y a une question qui est aussi très importante pour ajouter à ce qui a été dit et qui est souvent pas suffisamment abordée dans les rapports que je vois passer, c'est la notion de modèle économique et donc la commande publique, la commande sur les grands projets. On a parlé du Health Data Hub tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas mettre les grands projets au service de nos startups, de nos PME qui travaillent avec nos grands industriels, puisqu'on a des grands industriels qui sont devenus des grands champions mondiaux. Donc, je pense qu'on a une question sur le modèle économique et utiliser la commande publique en France et en Europe au service du développement de nos ETI industriels et de nos grands groupes de demain, notamment dans les AI, la cybersécurité, le quantum, le cloud ou d'autres domaines. Juste en 15 Le mot de la secondes. fin, Philippe. Ouais, le mot de la fin, c'est Catherine Morin-Desailly l'a dit, il nous faut aujourd'hui adresser la commande publique vers les territoires, vers les entreprises et vers les ETI et les PME pour les faire grandir. C'était l'image du paquebot avec les petits bateaux tout à l'heure. Bah, c'est exactement ça. C'est un Small Business Act et c'est un Buy European Act. Ce que les États-Unis ont, on doit le rééquilibrer nous aussi pour pouvoir avancer. Et c'est le combat qu'on mène avec Catherine, avec vigueur, chez elle au Sénat et moi à l'Assemblée. Ça nous va bien de travailler ensemble. Merci beaucoup à tous les trois.